Bonjour, bienvenue pour cette 5e leçon du cours Physique 2. Au cours de cette leçon, nous aborderons l'étude des circuits du second ordre de type RLC. Le plan que nous adopterons au cours de cette leçon est le suivant. Tout d'abord, nous présenterons la mise en équation, une méthode générale de mise en équation des circuits de type RLC. Nous nous intéresserons ensuite plus particulièrement au circuit du second ordre. Nous définirons ce qu'est un circuit du second ordre. Enfin, nous terminerons par la mise en évidence de liens avec d'autres domaines de la physique, et en particulier, nous montrerons qu'il y a des liens très forts entre les équations qui régissent les systèmes électriques et les équations qui régissent les systèmes mécaniques. Mais passons tout de suite à la première partie de cette leçon, qui porte sur les principes de mise en équation de circuits complexes comportant un certain nombre d'inductances et de condensateurs. Alors, les circuits considérés sont des circuits de type, comportant un certain nombre d'éléments. Donc nous indiquerons N éléments réactifs. Alors ces éléments peuvent être des inductances, des condensateurs, autant d'inductances que l'on veut, autant de condensateurs que l'on veut. La somme inductance plus condensateur étant égale au nombre N, qui, comme on verra plus tard, va définir l'ordre de notre système. Un circuit comportant 2 éléments réactifs sera d'ordre 2, un circuit en comportant 3 sera défini d'ordre 3. La mise en équation passe par 2 étapes successives, mais qui sont totalement équivalentes, soit l'obtention de n équations différentielles d'ordre 1, n étant le nombre d'éléments réactifs du circuit, ou par l'écriture d'une équation différentielle, cette fois-ci d'ordre n. Donc ces 2 écritures sont totalement équivalentes, et la méthode que nous proposons pour la mise en équation des circuits complexes passe tout d'abord par l'écriture de n équations d'ordre 1 pour ensuite aboutir à une équation d'ordre n. Alors, quels sont les inconnus que nous devrons considérer pour la mise en équation? Eh bien, les inconnus que nous considérerons seront les grandeurs dans les circuits qui ne pourront pas subir de discontinuité, ce que nous avons appelé les variables d'état des composants. Alors, pour les inductances, ce sera le courant qui va circuler à l'intérieur de cette inductance. Pour le condensateur, ça sera la tension U. C'est ce que nous avons dénommé de manière générale les variables d'état du système. Donc la mise en équation des systèmes passe par l'écriture des relations qui va relier les variables d'état du circuit considéré dans son ensemble entre elles. Alors, pour simplifier les écritures, nous proposons d'adopter les écritures suivantes, à savoir que nous pourrons remplacer l'écriture de dérivation par rapport au temps par simplement grand D x ou encore x point. De la même façon, une dérivée seconde par rapport au temps de la grandeur x pourrait être écrite de la manière d2x ou encore x point point. De manière générale, une dérivée énième pourrait être écrite par d puissance n fois x. Bien entendu, nous aurons les dérivations successives, c'est-à-dire que le produit de d fois d puissance n x serait égal à la dérivée n plus unième fois de x. Alors nous proposons cette écriture simplement pour alléger un petit peu les écritures, et ceci est possible par le principe de linéarité de l'opérateur de différenciation. Alors, quelles sont les étapes de la mise en équation? Alors, les étapes de la mise en équation passent tout d'abord par l'écriture des lois régissant chaque dipôle. À partir de ces lois, nous écrirons ensuite la loi des nœuds et la loi des mailles dans les circuits. Nous pourrons adopter toutes les méthodes qui ont été vues dans des précédentes leçons. Et à partir de ces lois des mailles, des nœuds et des lois régissant les dipôles, eh bien, nous écrirons un système de n équations différentielles
du premier ordre. Ce système de n équations différentielles du premier ordre pourra être transformé en une seule équation d'ordre n, l'équation qui utilisera comme variable inconnue la grandeur que l'on cherche plus particulièrement à déterminer dans le circuit. Ça pourrait être le courant dans une inductance particulière ou la tension aux bornes d'un condensateur particulier, par exemple, ou toute autre variable du montage. Sachant que cette variable d'intérêt sera généralement une variable d'état du système, tel que cela a été défini précédemment. Alors, prenons tout de suite un exemple de mise en équation. Nous allons considérer un circuit comportant un certain nombre d'inductances et de condensateurs. Voici ce circuit. Donc, ce circuit est alimenté par un générateur de tension. Nous avons ici une inductance notée L1, un condensateur noté C, une deuxième inductance notée L2 et une résistance. Alors, ce circuit comporte trois éléments réactifs, l'inductance L1, l'inductance L2 et le condensateur C. Par conséquent, nous aurons trois variables d'état qui sont les courants circulant dans les deux inductances et la valeur de la tension aux bornes du condensateur. Donc ceci constitue bien un circuit du troisième ordre puisque nous avons trois variables d'état ou encore trois éléments réactifs. Donc c'est bien un circuit du troisième ordre. Alors la mise en équation de ce circuit passe donc par l'écriture des lois régissant chacun des dipôles. Donc si nous regardons sur notre circuit, nous avons d'abord la loi qui va régir l'inductance L1, qui est simplement la tension à ces bornes qui est égale à L1 fois la dérivée du courant qui la traverse, ou sous la forme simplifiée que nous avons proposée, L1 dI1. De même pour l'inductance L2, nous avons VL2 égale à L fois la dérivée du courant qui traverse cette inductance par rapport au temps. Nous faisons de même pour les autres éléments du circuit, à savoir la résistance et le condensateur. Donc, pour le condensateur, nous avons le courant qui le traverse, qui sera donné par C dVc sur dt, donc C dVc, avec l'écriture que nous avons proposée. Et pour la résistance, nous aurons simplement la loi d'Ohm, V aux bornes de la résistance, c'est égal à la résistance fois le courant qui le traverse. À partir de là, donc nous avons écrit les équations de ces dipôles. Nous allons maintenant appliquer la méthode des mailles et des nœuds pour obtenir certaines équations. Ce circuit comporte un nœud, enfin deux nœuds, excusez-moi, deux nœuds plus précisément. Donc un nœud qui est ici est un nœud qui nous avons ici. Donc d'après la théorie que nous avions présentée à un cours précédent, il y aura une seule équation à écrire pour déterminer l'ensemble des équations de ce circuit. Et cette équation peut être écrite à un nœud particulier. Nous avons choisi le nœud qui va relier l'inductance L1 au condensateur C et à la résistance R. Et en ce nœud, nous pouvons écrire que la somme des courants est nulle et aboutir à l'équation qui est là, à savoir que le courant qui traverse l'inductance 1 est égal à la somme du courant qui traverse l'inductance 2 plus le courant qui traverse le condensateur. De la même façon, nous pouvons faire de la même façon pour les mailles. Ici, dans ce circuit, nous avons donc trois branches, donc nous pouvons écrire deux équations de mailles. Nous avons trois branches, une première branche ici, une deuxième branche là, une troisième branche là. Nous pouvons écrire donc deux équations de mailles. Écrivons d'abord l'équation de cette maille, qui sera simplement donnée par la somme des tensions lorsque l'on va parcourir cette maille. Donc nous avons la tension E, qui est égale à la tension aux bornes de l'inductance L1 plus la tension aux bornes du condensateur C. De la même façon, nous pouvons écrire une deuxième maille ici, où nous aurons la tension aux bornes du condensateur qui sera égale à la tension aux bornes de la résistance plus celle aux bornes de l'inductance L2. Donc nous pouvons maintenant utiliser tout ça pour écrire notre système différentiel où les inconnus, je le rappelle, sont les variables d'état, à savoir les
courant dans les inductances, tension aux bornes des condensateurs. Alors, donc si nous reprenons nos lois de dipôle et les équations des nœuds et des mailles obtenues, nous pouvons écrire un système différentiel avec comme inconnu les trois variables d'état. Nous avons rappelé ici les équations des nœuds et des mailles obtenues précédemment, et ce système d'état est écrit pour chacun des éléments réactifs de la manière suivante. Nous reprenons la loi qui lie la tension aux bornes du condensateur au courant qui le traverse, et nous exprimons par exemple ici le courant en fonction des deux autres variables d'état obtenues ici par la loi des nœuds. Nous obtenons directement IC égale I1 moins I2. De la même façon, pour l'inductance, pour le courant circulant dans l'inductance L1, nous avons la tension aux bornes de cette inductance donnée par E moins VC, issue directement de cette équation. De même pour la troisième inductance. Donc nous obtenons un système où nous avons de part et d'autre du signe égal uniquement des variables d'état et les générateurs qui sont appliqués à ce circuit. Alors nous pouvons écrire cela de manière matricielle. On va tout d'abord simplifier l'écriture et remplacer l'opérateur de dérivation par rapport au temps d sur dt par grand D, tel que nous l'avions proposé au début. Et donc nous obtenons la forme quasi matricielle suivante, à savoir que nous avons trois équations du premier ordre. Nous avons ici à chaque fois pour chaque équation une dérivation par rapport au temps qui lie les grandeurs d'état du système, VC, I1 et I2, aux sources présentes dans le système, ici le générateur E. Alors si nous écrivons ça sous forme matricielle, eh bien nous obtenons le système matriciel suivant. Alors un simple calcul nous permet d'inverser cette matrice 3,3 et par exemple nous permettra d'obtenir la tension VC ou le courant I1 ou I2 en fonction de la tension appliquée à l'entrée de notre système. Alors, l'inversion de cette matrice nous donne le système suivant, qui est un petit peu compliqué, mais qui s'obtient, je dirais, avec peu de calcul. Ce que nous pouvons remarquer ici, c'est que chacune des équations qui va relier la tension d'entrée aux différentes variables d'état, eh bien, le dénominateur de ces équations sont toujours le même. C'est ce qu'on appelle l'équation caractéristique du système. Et en fait, c'est cette équation qui va principalement définir le comportement transitoire du système entre deux états d'équilibre. Si nous regardons, par exemple, quelle est particulièrement la tension aux bornes du condensateur en fonction de la tension délivrée par le générateur d'entrée, donc nous obtenons une expression en d sur dt qui est la suivante. Où ici nous avons une dérivée troisième par rapport au temps de la tension, une dérivée seconde, etc. Nous pouvons écrire ça sous forme de d sur dt qui sera donnée par l'expression suivante. Donc qui est un petit peu plus lourde à écrire que la forme précédente, mais qui est celle obtenue finalement. Donc ici nous pouvons voir que nous avons bien une équation différentielle du troisième ordre, puisque nous avons trois éléments réactifs dans notre circuit, et une seule inconnue, qui est la tension VC, qui est l'inconnue d'intérêt dans l'exemple particulier. Alors, la résolution finale d'un tel système passe par différentes étapes, telles que, en réalité, les mêmes étapes que celles que nous avions mises en évidence dans le cadre des circuits du premier ordre, dans le cadre d'une précédente leçon. Eh bien, ces étapes, quelles sont-elles? Eh bien, nous résolvons tout d'abord l'équation sans source, c'est-à-dire qu'on va éteindre les sources présentes dans le circuit pour obtenir l'équation homogène ou encore ce qu'on appelle la solution de l'équation caractéristique que nous avons mentionnée précédemment. Et ensuite, nous cherchons une solution particulière
du même type que les sources présentes en entrée du montage. Donc ces deux étapes conduisent à l'obtention donc de deux solutions, la solution sans second membre, la solution particulière. Bien entendu, lors de l'obtention de l'équation sans second membre, il y avait une constante d'intégration. Il peut y avoir plusieurs constantes d'intégration. Il y a autant de constantes d'intégration que d'éléments réactifs, c'est-à-dire que d'éléments de stockage d'énergie. Donc nous aurons n constantes d'intégration, n étant l'ordre du système. Alors ces constantes d'intégration seront obtenues par la prise en compte des conditions initiales dans notre montage, c'est-à-dire les valeurs initiales prises par les états du système. Alors, les valeurs initiales des états du système prennent en compte en réalité les différentes énergies stockées par chacun des éléments réactifs. Et connaissant ces éléments stockés, nous pouvons à ce moment-là dire quelle sera l'évolution future du montage que nous considérons. Alors, nous avons vu que les expressions dans le cas des circuits du troisième ordre étaient relativement compliquées. Nous nous intéresserons plus particulièrement maintenant aux circuits du second ordre, c'est-à-dire les circuits qui ne vont comporter que deux éléments réactifs, à savoir, ils pourront comporter soit deux inductances, soit deux condensateurs, ou soit une combinaison inductance-condensateur. Bien entendu, suivant ce que nous avons dit précédemment, nous nous intéresserons plus particulièrement aux systèmes de type LC qui vont contenir une résistance ici qui sera souvent en fait une résistance de perte des éléments réactifs. Alors ceci, étant donné que nous avons deux éléments réactifs, nous amènera à écrire une équation différentielle du second ordre ou encore de manière équivalente deux équations différentielles du premier ordre afin de caractériser ce circuit. Alors, l'autre intérêt des circuits du second ordre est que nous savons résoudre de manière analytique le comportement de ce circuit lorsque les entrées sont de type simple, c'est-à-dire lorsque les entrées sont de type sinusoïdale ou encore polynomiale, par exemple constante ou linéairement croissante en fonction du temps. Eh bien, nous saurons les résoudre à la main. Donc, c'est un petit peu la suite. Maintenant, c'est dans un premier temps, nous allons voir comment mettre en équation les circuits du second ordre, en suivant la même démarche que nous avons adoptée précédemment, et regarderons un petit peu l'évolution propre de ces circuits, tout d'abord en étudiant l'équation homogène, puis en regardant les solutions par rapport à des entrées types, de type polynomial ou encore sinusoïdal. Alors, prenons un exemple tout de suite de mise en équation du circuit du second ordre, par exemple un circuit du type RLC série. Donc nous représentons ici sur ce schéma un circuit de type RLC série. Donc ce circuit, donc nous écrirons une équation de maille qui va lier les tensions aux bornes de chacun des éléments à la tension délivrée par le générateur. Nous aurons pour chacun des éléments leurs lois de variation qui vont lier pour chacun des éléments les tensions aux bornes de chaque élément par rapport au courant qui le traverse. Et en utilisant la loi des mailles, nous pouvons obtenir un système d'équations qui sera extrêmement simple. En effet, en prenant comme inconnu les deux variables d'état, le courant qui traverse l'inductance et la tension aux bornes du condensateur, et en utilisant les équations que nous avons obtenues précédemment, c'est-à-dire l'équation de la maille et les lois régissant le comportement de chaque dipôle, eh bien nous obtenons très simplement ce système différentiel à coefficient constant, linéaire, système du second ordre, donc deux équations du premier ordre, qui vont régir le comportement des variables d'état, qui sont le courant dans l'inductance et la tension aux bornes du condensateur. Alors bien entendu,
Nous pouvons à nouveau écrire ça, ces équations, ce système différentiel sous forme matricielle, comme nous l'avions fait précédemment. Donc toujours avec les inconnus qui sont les variables d'état du système. Et donc à partir de là, nous avons ce système matriciel qui va relier les entrées, donc les sources, ici les générateurs, aux variables d'état. Alors, par exemple, après résolution de ce système matriciel, nous obtenons ici la relation qui va lier la tension d'entrée appliquée par le générateur à la tension aux bornes ici du condensateur, où je rappelle l'opérateur ici grand D est un opérateur différentiel de différenciation de la tension aux bornes du condensateur par rapport au temps, dérivation d'ordre 1, dérivation d'ordre 2. L'objectif maintenant sera de résoudre cette équation qui lie donc la tension délivrée par le générateur à la tension aux bornes du condensateur. En réalité, la forme que nous avons là est une forme assez générale et nous nous attacherons plus particulièrement à résoudre une forme un petit peu plus générale qui est donnée par la relation suivante. Nous avons nous avons ici la forme générale de l'équation à résoudre dans le cadre d'un circuit du second ordre. Nous avons ici une fonction f qui représente les sources, par exemple dans notre cas le générateur de tension, et ici la variable inconnue, la variable d'état inconnue, ici indiquée x, qui dans le cas de notre exemple était la tension aux bornes du condensateur. Et nous avons ici des coefficients a et b qui sont des coefficients constants et qui dépendent des éléments du circuit, les éléments de type résistance, condensateur, inductance, et qui seront les constantes caractéristiques du fonctionnement de ce circuit. Alors, la résolution de cette forme générale passe dans un premier temps par l'obtention de la solution de l'équation sans second membre avec, c'est-à-dire lorsque les sources sont éteintes. Donc nous avons indiqué ici, première étape, on éteint les sources, donc f de t dans notre équation générale sera identiquement nul, et nous chercherons les solutions générales de notre équation du second ordre. Alors ces solutions de l'équation générale du second ordre seront obtenues sous une forme particulière que nous verrons plus tard, mais la solution totale de notre système prendra également en compte une solution particulière qui dépendra de la source appliquée au système, donc ici que nous avons appelé de manière générale f de t. Donc cette solution particulière prendra la même forme que la fonction f de t, et au total, la résolution générale de l'équation du second ordre sera donnée par la somme de la solution de l'équation homogène lorsque les sources sont éteintes, plus une solution particulière qui sera de la même forme que les sources. Bien entendu, puisque nous considérons des circuits du second ordre, nous aurions deux variables d'état, donc deux éléments de stockage de l'énergie, donc deux conditions initiales à connaître pour résoudre de manière unique le comportement de ce circuit. Donc il faudra également prendre en compte pour la solution finale les deux constantes d'intégration qui apparaissent lors du calcul des équations, lors de la résolution des équations de ce montage, et donc prendre en compte les deux conditions initiales. Alors si nous regardons dans un premier temps ce qu'on appelle la réponse naturelle du circuit, c'est-à-dire la réponse lorsque les sources sont éteintes, eh bien, ce qu'on appelle la réponse naturelle du circuit est la solution de l'équation homogène sans second membre. Donc si nous reprenons notre équation générale qui va définir le comportement de notre circuit et que nous éteignons les sources, donc nous n'avons pas ici de source, eh bien, la théorie mathématique nous montre que x homogène du temps sera donné par cette forme très générale, lambda exponentielle RT. En effet, les équations, de manière générale, les équations différentielles
linéaires à coefficient constant ont comme fonction propre les fonctions exponentielles. Et nous pouvons par exemple ici voir que si nous remplaçons dans notre équation homogène xh de t par la solution qui est proposée, de type lambda exponentielle rt, eh bien nous obtenons effectivement, nous voyons effectivement que la fonction lambda exponentielle rt est bien une fonction propre de cette équation, puisque nous pourrons la mettre en facteur, avec ici, je le rappelle, l'opérateur grand D, qui est l'opérateur de dérivation. Alors, ce que nous pouvons établir à partir de cette équation, après avoir mis en facteur la fonction propre exponentielle rt, eh bien nous obtenons ici deux termes inconnus. On pourrait dire cela comme ça. La constante lambda qui va dépendre des conditions initiales. En fait, cela peut être plusieurs constantes qui vont dépendre des conditions initiales. Et nous voyons apparaître ce qu'on appelle également l'équation caractéristique en R. R ici, une équation caractéristique du second degré où l'inconnu est R. Et cette équation possède deux racines, R1 et R2. Donc, la recherche de la solution de cette équation naturelle passe par l'obtention des racines R1 et R2 de l'équation caractéristique. Alors, ces racines, bien entendu, vont dépendre du discriminant de l'équation caractéristique. En effet, cette équation du second degré en R possède un discriminant donné par B2 moins 4A, où B et A dépendent des éléments du montage. Alors, suivant le signe de ce déterminant, qu'il soit positif ou négatif, eh bien, ou nul, les solutions seront différentes. Alors, examinons tout de suite le cas où le discriminant est nul. À ce moment-là, les racines prennent pour valeur, nous avons une racine double qui prend pour valeur moins b sur 2a. Et la théorie mathématique nous dit que la solution de l'équation homogène sera du type a plus bt exponentielle rt, où r donc, est donné par moins b sur 2a, et a et b sont les constantes d'intégration qu'il faudra déterminer par la suite à l'aide des valeurs initiales, des valeurs prises par les grandeurs d'état de notre système, à savoir les courants dans les inductances et tensions aux bornes des condensateurs. Dans le cas où le discriminant est non nul, nous avons une solution bien connue qui est du type moins b plus ou moins racine de delta sur 2a, et les solutions et la solution de l'équation homogène sera du type la somme de deux fonctions exponentielles où nous voyons apparaître les racines R1 et R2 avec les deux constantes d'intégration A et B. Alors il est à noter ici que ces racines peuvent appartenir à l'ensemble des nombres complexes si le discriminant est bien entendu négatif. Alors, si nous allons considérer ici le cas d'un discriminant de type positif. Alors, nous aurons ce que nous appellerons une réponse de type apériodique. En effet, réponse de type apériodique qui porte également le nom de réponse suramortie ou encore en anglais overdamped. Tous ces mots suramorti, overdamped et apériodique pour désigner la même chose. Alors, dans ce cas, nous avons donc un déterminant qui sera positif et les solutions, les racines de l'équation caractéristique seront donc toutes les deux réelles, donc elles appartiendront à l'ensemble des réels. À partir de là, nous pouvons factoriser
cette équation caractéristique sous la forme suivante, A, R moins R1, facteur de R moins R2, et ou encore ici sous cette forme-là. Alors, ici, nous avons fait apparaître sous cette forme de factoriser les pulsations oméga 1, oméga 2, qui sont des pulsations propres au circuit et qui vont dépendre, comme indiqué sur la figure, des coefficients B et 2A, ainsi que du discriminant, donc des coefficients du montage considéré. Ces pulsations propres donc, vont dépendre des résistances, inductances et condensateurs et vont caractériser le comportement dynamique de notre circuit, à savoir que des circuits ayant des grandes pulsations auront plutôt un comportement rapide, des circuits ayant des petites pulsations caractéristiques, oméga 1, oméga 2, auront plutôt des comportements lents. Alors, si nous regardons l'allure typique de la réponse temporelle dans le cas donc ici d'un discriminant positif, eh bien, nous aurons donc en reprenant l'équation ici obtenue pour l'équation pour la réponse naturelle, c'est-à-dire sans second membre, nous obtenons donc ici la somme de deux exponentielles où nous retrouvons les deux constantes d'intégration A et B et les deux pulsations caractéristiques du circuit, oméga 1, oméga 2. Il est à noter que ces pulsations sont, dans le cas de circuits, on va dire, stables, sont des pulsations positives. Alors, l'allure générale, bien entendu, va dépendre des conditions initiales A et B. Et donc, nous aurons, voici par exemple ici un tracé pour des valeurs particulières des constantes A et B, un tracé de cette allure de x, h, de t au cours du temps. Donc, nous avons ici typiquement une allure de type apériodique, car nous avons une courbe qui tend vers 0 sans jamais dépasser en négatif cette valeur 0. Donc nous avons un comportement, on dira, suramorti ici. Alors, passons tout de suite au cas où le discriminant de l'équation caractéristique est négatif. À ce moment-là, un autre type de réponse sera obtenu. Donc, dans le cas où le discriminant est négatif, nous aurons une réponse dite pseudo-oscillatoire, ou encore sous-amortie, ou encore underdamped. Alors, ceci donc est obtenu lorsque le discriminant delta est négatif. Par conséquent, les racines seront 2 à 2, enfin seront complexes conjuguées et bien entendu sont des nombres complexes ici. Alors, nous pouvons écrire notre équation caractéristique un peu de manière un petit peu différente, en apportant des nouvelles notations qui vont un petit peu mieux caractériser le comportement de notre circuit. Donc, à savoir que nous pourrons poser que notre équation caractéristique, AR2 plus BR plus 1, sera égale à cette forme-là. Où donc nous avons 1 sur oméga 0 carré égale à A et 2m sur oméga 0 égale à B. Nous avons ici oméga 0 sera désigné comme étant la pulsation propre, m comme le facteur d'amortissement. Il est à noter que le facteur d'amortissement va caractériser le caractère oscillatoire de notre réponse. Je dirais que plus le facteur d'amortissement sera proche de 0, plus la réponse sera de type oscillatoire, et plus le facteur d'amortissement sera proche de 1, moins nous aurons d'oscillation dans la réponse. Alors, à partir de cette notation de oméga 0, pulsation propre du circuit, et m, facteur d'amortissement, nous pouvons réécrire les racines de notre équation caractéristique sous cette forme-là. À partir de là, avec bien entendu m, pour que ici cette racine carrée soit définie, avec m compris entre 0 et strictement inférieur
A1. Donc à partir de là, excusez-moi, il vient également la pulsation caractéristique du circuit qui est notée ici, racine carrée de 1 moins M2 fois la pulsation propre du circuit oméga 0. Donc nous retrouverons cette pulsation caractéristique lors du tracé de la réponse temporelle du montage. Alors cette pulsation caractéristique est également appelée la pseudo-pulsation du circuit. Alors, si nous utilisons ces résultats pour obtenir, si nous utilisons ces résultats, oui, pour déterminer la réponse naturelle du circuit dans le cas d'un déterminant négatif, nous obtenons la forme suivante pour la réponse homogène, à savoir la réponse homogène en fonction du temps sera donnée par cette équation-là, où nous voyons apparaître ici donc, un terme d'amortissement de type exponentiel et ici des termes oscillants de type sinus-cosinus. Les constantes alpha, bêta seront les constantes d'intégration qu'il faudra définir par la suite en fonction des valeurs initiales de nos variables d'état. Alors, nous allons donner un exemple de tracé de cette réponse. Donc, regardons l'allure de la réponse pseudo-oscillatoire de ce type d'équation. Donc, bien entendu, pour des valeurs particulières des conditions initiales, nous allons obtenir un certain tracé, où d'une part, ou dans un premier temps, nous pouvons tracer ici en ligne pointillée l'enveloppe amortie dans laquelle sera contenue notre réponse. Et nous obtenons à partir de là notre réponse, ici, tracée en orange, qui aura bien une allure de type sinusoïdal amorti, ceci étant lié aux différents termes qui sont là. Alors, nous retrouvons ici notre pseudo-pulsation oméga c qui va définir ici la période de ces oscillations. Nous avons donc là, jusqu'à présent, présenté les réponses obtenues dans deux cas, le cas apériodique, le cas pseudo-oscillatoire, qui dépendaient du discriminant de l'équation caractéristique. Donc ces deux cas, suivant donc la valeur de ce discriminant, constituent la réponse naturelle. Alors maintenant, lorsque nous appliquons une source à notre circuit, nous obtenons une réponse forcée qui sera obtenue de manière générale par l'addition de la solution de la réponse naturelle, telle que nous l'avions établie précédemment, et une solution particulière qui sera bien entendu de la même forme que la source appliquée à notre système. Alors il faut bien prendre en compte le fait que cette solution particulière devra prendre en compte, puisque nous avons un circuit du premier ordre, les dérivées premières et secondes de la source appliquée à notre système, ici indiqué f de t. Alors, si nous regardons quelques cas particuliers pour lesquels nous savons résoudre de manière analytique les équations, eh bien, regardons ici ces cas particuliers. Dans le cas où nous avons une source de type constante, à ce moment-là, la solution particulière recherchée sera de type constante. Si nous avons une source linéairement croissante en fonction du temps, eh bien la solution particulière sera linéairement croissante en fonction du temps plus une constante, de manière à tenir compte des dérivées premières et secondes de cette fonction, et ainsi de suite pour des fonctions en entrée de type polynomial. Lorsque nous avons une fonction d'entrée de type exponentielle, la sortie sera également de type exponentielle, l'exponentielle étant la fonction propre des équations de type des équations différentielles linéaires. Et si l'entrée est de type sinusoïdal, eh bien la sortie sera également de type ici sinusoïdal. Voilà pour cette première partie, enfin cette deuxième partie qui était consacrée au circuit, à l'étude des circuits du type RLC, donc circuit de type du second ordre, où nous avons vu dans un premier temps les solutions naturelles lorsque les sources sont éteintes, et nous avons donné
les éléments pour déterminer la solution générale lorsque nous appliquons une source de telle ou telle forme. Alors, les équations qui régissent les circuits de type RLC sont très proches et voire identiques à celles qui régissent certains autres systèmes de la physique. En particulier, nous regarderons le cas des systèmes mécaniques. Il y a en effet une correspondance relativement directe entre un système électrique et mécanique. Donc si nous considérons un système électrique de type RLC, nous allons considérer un système mécanique de type masse-ressort. Donc nous avons ici un ressort de raideur K qui subit des frottements visqueux dont le coefficient est F. Ce ressort, donc, au bout de ce ressort est accrochée une masse qui subit la force de gravité et nous cherchons à déterminer l'allongement de ce ressort noté ici x. Si nous mettons en équation ce système, eh bien, nous obtenons une équation du même type que celle d'un circuit RLC tel que nous avons obtenu précédemment, où nous avions noté ici pour la masse la lettre petit a, ici la lettre petit b pour les frottements visqueux, et ici nous avons pris l'unité. Donc nous voyons que nous avons exactement le même type d'équation différentielle, donc par conséquent, nous aurons exactement le même type de solution. Alors si nous regardons de plus près quelles sont les correspondances entre ces deux types de systèmes, nous voyons qu'une inductance électrique pourrait être associée à une masse mécanique, qu'une résistance pourrait être assimilée à un frottement visqueux, et que l'inverse d'une capacité pourrait être associée à la raideur du ressort. Alors concernant les grandeurs, les variables d'état des systèmes, courant, tension, etc., nous avons des correspondances de la même manière. En effet, la charge électrique pourrait être associée à la position du système mécanique, le courant électrique à la vitesse de ce système mécanique. Nous avons effectivement une dérivation du premier ordre qui relie chacune de ces grandeurs. Et la différence de potentiel pourrait être associée à la force appliquée à l'élément mécanique. Voilà. Ainsi, après cette comparaison entre les systèmes électriques et mécaniques, se termine cette leçon d'électrocinétique du cours physique 2. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine leçon. Merci.